On connaît tous une situation similaire dans son entourage. Quelqu'un est très intelligent, du genre un médecin, mais ses enfants sont bêtes comme leurs pieds. Lui, il a plein de diplômes, il a fait des grandes écoles, mais eux, ils peinent à avoir leur brevet. Alors comment ça se fait? Trop bête, la loose. A l'inverse, on peut avoir des parents qui n'ont pas de formation particulière, qui ont des trajectoires modestes, mais une fille qui finit agrégée de mathématiques. Et ça déclenche toujours les mêmes réactions. Parfois c'est de la fierté, parfois c'est de la honte. Il y a un cas célèbre de ça, c'est celui de Rosemary Kennedy. C'est l'une des sœurs du président, et contrairement à toute sa fratrie, elle était déficiente mentale. Ses parents ont tout tenté, ils ont essayé de la redresser, mais ça n'a jamais fonctionné. Tout simplement parce que c'est génétique. Et c'est comme ça, et il faut l'accepter. Ce qu'ils n'ont pas fait. Dans une famille où la réussite comptait plus que tout, elle avait l'âge mental d'une enfant de 10 ans à l'âge adulte. Et ça forcément, ça coince, c'est pour ça que son père a décidé de la lobotomiser. Ce qui l'a complètement détruite. Sauf dans les cas cliniques graves, on pense toujours qu'il y a une hypothèse implicite, celle que ce sont les parents qui ont un contrôle sur le résultat cognitif de leurs enfants. Si l'enfant réussit, c'est qu'on a bien fait les choses, mais s'il échoue, c'est qu'on a tout raté. C'est une croyance qui est profondément ancrée dans nos institutions sur l'éducation, mais elle est largement fausse, en tout cas du moins à l'âge adulte. Ça, ce n'est pas mon opinion, c'est ce que disent les données en génétique comportementale et elles font largement consensus en 2026. Le phénomène qu'on observe, c'est-à-dire les enfants qui divergent significativement de leurs enfants sur le plan cognitif, ce n'est pas une anomalie. C'est quelque chose que la biologie prédit très bien, et aujourd'hui, on va découvrir pourquoi. Est-ce que c'est juste du pur hasard, ou est-ce qu'on peut aller plus loin dans l'explication? Parce que c'est vrai que quand on pose la question à un expert, il a tendance à répondre que c'est le hasard de la génétique. Alors oui, il a raison, mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas un événement imprévisible, et ce n'est pas non plus inexplicable. On peut dire que c'est un hasard, mais c'est un hasard qui est structuré. Il est décrit par des mécanismes très précis qu'on commence à comprendre en détail. Et ça change la façon dont on pense la transmission de l'intelligence d'une génération à l'autre. Il y a une loi qui gouverne tout ça. Elle est à la fois très simple à énoncer et profondément contre-intuitive à accepter. On l'appelle la régression vers la moyenne, et c'est Francis Galton qui l'a formalisée au 19e siècle en étudiant la taille des pères et de leurs fils. Ce qu'il a observé, c'est que les pères très grands ont tendance à avoir des fils plus grands que la moyenne, mais moins grands qu'eux. Et les pères très petits ont des fils plus petits que la moyenne, mais moins petits qu'eux. Dans les deux cas, les fils se rapprochent de la moyenne de la population. Ça, c'est une loi qui s'applique à toute la génétique, dont l'intelligence fait partie. Si on prend l'ensemble des données disponibles sur la corrélation entre le QI des parents et celui de leurs enfants, on obtient quelque chose autour de 0,43. Il y a un lien réel entre le niveau cognitif des parents et celui des enfants. Mais surtout, ça veut dire qu'il y a une part considérable qui n'est pas prédite par les parents. Quand on applique la régression vers la moyenne, ça veut dire que plus les parents s'en éloignent, plus leurs enfants s'en rapprochent. Bon, il y a quand même une nuance, je suis obligé de la dire parce que sinon TN va me tomber dessus. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Quand on parle de régression vers la moyenne, on parle de régression vers la moyenne non pas d'une population, mais d'une lignée. Si la moyenne du quotient intellectuel de vos ancêtres tourne autour de, admettons, 130, et ce depuis 300 ans, vous avez davantage de chances de tourner vous aussi autour de 130. Mais ça c'est un cas particulier, et c'est rare. Donc nous on parle de moyenne de population. C'est pour ça que des parents avec un QI de 130 auront en moyenne des enfants avec un quotient intellectuel significativement plus bas, proche de 100. De l'autre côté du spectre, les enfants de parents qui ont un QI moyen de 70 vont plutôt tourner autour de 100. Bien sûr, c'est à l'échelle d'une population et pas à l'échelle d'un individu. Mais ce fait est observé dans toutes les populations de façon symétrique et systématique. Mais c'est quelque chose d'inévitable, et Rinderman dans son ouvrage sur le capitalisme cognitif estime que la proportion de personnes à très haut QI, c'est-à-dire autour de 130, déclinerait d'environ 11,5% en une seule génération sous cet effet. L'intelligence générale au sens du facteur G est ce que l'on appelle un trait polygénique. C'est un trait qui est défini par des dizaines de milliers de variants génétiques, qui contribuent chacun à un effet microscopique sur les capacités cognitives. Chaque variant pris isolément n'explique souvent pas plus de 0,1% de la variance cognitive totale. C'est l'accumulation de tous ces micro-effets qui produit le niveau cognitif d'une personne. Des gènes comme le BDNF qui régule la création de nouveaux neurones et la plasticité des synapses, ou le HMGA2 qui est statistiquement associé au volume cérébral, font partie de ce système. Mais aucun d'eux n'est un gène de l'intelligence au sens propre. Ce sont des contributeurs parmi des milliers d'autres. Et c'est bien cette décentralisation qui rend la transmission de l'architecture cérébrale si improbable. Statistiquement, c'est impossible que vous puissiez hériter de toute l'architecture polygénique de vos parents.
Il n'y a pas de gène du génie, il y a une combinaison de milliers de petits avantages qui fonctionnent ensemble. Et cette combinaison, c'est une harmonie précise qui produit le phénotype exceptionnel. Elle doit survivre à un processus qui est destructeur pour elle. Ce processus, c'est la méiose. La méiose, c'est la division cellulaire qui fabrique les ovules et les spermatozoïdes. Les chromosomes ne sont pas transmis intégralement d'un parent à l'enfant. Avant de se séparer, les chromosomes homologues s'alignent et s'échangent sur des segments entiers d'ADN, dans un processus qu'on appelle le crossing over. Une fois le processus terminé, c'est seulement la moitié des chromosomes de chaque parent qui est transmise et tirée au sort. Le résultat, c'est que chaque spermatozoïde ou chaque ovule contient une combinaison génétique unique, qui n'a jamais existé auparavant dans l'histoire de l'humanité et qui n'existera jamais identique ailleurs. Bon, à part si vous avez un jumeau monozygote, mais sinon, ça n'existera plus. Théoriquement, une seule personne peut produire des gamètes avec plus de 8 millions de combinaisons chromosomiques distinctes avant même de compter l'effet du crossing over. Le phénomène va multiplier ce chiffre de façon astronomique. Quand un spermatozoïde rencontre un ovule, c'est un tirage parmi des milliards de combinaisons possibles. Ce que ça signifie pour notre sujet, c'est que la combinaison qui rend un parent exceptionnel ne se transmet pas en bloc. Elle est désassemblée et brassée avec la génétique de l'autre parent, puis réassemblée dans une nouvelle configuration. Ah oui, Jamy, c'est écrit dans le Coran. C'est comme si vous aviez un groupe de musique, un groupe assez grand, on va dire qu'il y a 8 membres. Du jour au lendemain, on en supprime 7 et on les remplace par 7 nouveaux membres. Et ben ça va être très difficile de reproduire la même musique. Ça veut pas dire que ce nouveau groupe va produire une mauvaise musique, mais seulement il aura du mal à reproduire exactement celle que faisait l'ancien groupe. Le résultat peut être bon, même excellent, mais il a peu de chances d'être identique à l'original. C'est ça que la génétique comportementale désigne sous le nom de régression vers la moyenne polygénique. Et les enfants de parents avec de hauts niveaux cognitifs tendent vers le centre, non pas parce qu'il y a une force mystérieuse qui les y attire, mais parce que le brassage génétique rend statistiquement très improbable la reconstruction des combinaisons les plus rares. Et la symétrie va dans l'autre sens. Des parents avec un profil génétique modeste peuvent, par pure chance du tirage génétique, produire une combinaison qui synergise bien et donne à l'enfant un moteur cognitif nettement supérieur à eux. Ce n'est pas courant, les probabilités jouent contre les extrêmes dans les deux sens, mais ce n'est pas non plus un miracle qui est inexplicable. C'est seulement de la loterie polygénique. Bon là on comprend déjà bien des choses, mais il reste quelques questions à répondre. Déjà, si les gènes jouent un rôle aussi déterminant, comment se fait-il que des vrais jumeaux qui partagent 100% de leur ADN, et qui sont souvent élevés dans le même foyer en plus, ne sont pas identiques sur le plan cognitif? Et comment se fait-il que deux frères et sœurs élevés dans une même maison par exemple, avec les mêmes parents, puissent développer des trajectoires différentes? Pour répondre à ça, il faut revenir sur le modèle ACE, qui permet de décomposer les différences observées entre individus en 3 sources distinctes. Le A, c'est la composante génétique, c'est-à-dire l'effet direct de l'ADN. Le C, c'est l'environnement partagé, c'est tout ce qui est commun à des enfants élevés ensemble. C'est le niveau de vie des parents, le quartier, le style parental. Et le E, c'est l'environnement non partagé. Ce sont les expériences qui sont propres à chaque individu au sein d'une même fratrie. Ce que les études d'adoption et les études de jumeaux confirment, c'est que la part du C dans les différences d'intelligence à l'âge adulte est très faible. C'est pas nul non plus, mais ça descend souvent en dessous des 10%. Ça suggère que le fait d'avoir grandi dans un foyer cultivé plutôt qu'un foyer peu stimulant laisse quasiment aucune trace durable sur le niveau cognitif à l'âge adulte. La preuve la plus directe vient des études d'adoption. Deux enfants qui n'ont aucun lien biologique, donc qui sont adoptés bébés dans la même famille, partagent 100% d'un environnement commun. Le même foyer, les mêmes parents, les mêmes règles, bref. Pourtant, à l'âge adulte, leur ressemblance cognitive est proche de 0. Elle est proche de 2 individus qui seraient tirés au hasard dans la population. L'environnement commun n'a pas produit de convergence durable. L'étude de Capron et Duim menée en France est l'une des rares études d'adoption croisée bien contrôlées. Elle montre quelque chose d'un peu plus nuancé. Ils ont étudié des enfants nés de parents biologiques, nés soit à statut socio-économique élevé, soit à statut socio-économique faible, dont les enfants ont été élevés par des familles à statut socio-économique élevé ou à statut socio-économique faible. Et ils ont trouvé 2 effets simultanés et indépendants. Le premier, c'est que les enfants issus de parents biologiques à haut statut gardaient un QI plus élevé que ceux issus des parents biologiques à faible statut, même quand ils étaient adoptés dans des familles modestes. C'est une preuve directe du poids génétique. Le second, c'est que tous les enfants, quelle que soit leur origine biologique, voyaient leur QI augmenter s'ils étaient adoptés dans une famille à haut statut, plutôt qu'une famille à faible statut. Ce qui montre que l'environnement a bien un effet réel sur les capacités cognitives dans l'enfance. Mais, encore une fois, dans l'enfance. À l'âge adulte, la variable C s'efface. Quand on regarde le facteur temps, le paradoxe se résout.
Dans l'enfance, les parents contrôlent l'essentiel de l'environnement, c'est pour ça qu'ils façonnent les premières années de la vie. Mais en grandissant, cet effet s'estompe à mesure que les enfants prennent leur indépendance. Les données longitudinales montrent que l'héritabilité de l'intelligence, la part expliquée par les gènes, augmente avec l'âge, passant de 20 à 30% avant 3 ans et montant jusqu'à 80% à l'âge adulte, voire même 90% pour le facteur G. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Wilson. La part de C diminue, la part de A augmente avec l'âge. On aurait pu s'attendre à l'inverse, et que des décennies d'exposition à des environnements différents amplifient l'effet de ces environnements avec le temps. Pourtant, c'est le contraire qui se produit. Plus on vieillit, plus les gènes dominent le tableau. Et ça, c'est simplement parce que les individus gagnent en autonomie. Et plus on gagne en autonomie, plus on choisit, et on construit notre propre monde qui est guidé par notre génétique. C'est ça qu'on appelle les corrélations gène-environnement. Il en existe 3 formes distinctes. La première est passive. Un parent à haut niveau cognitif transmet à son enfant des gènes favorables à la cognition, mais comme ce parent aime les livres, il remplit sa maison de livres. L'enfant reçoit les deux simultanément sans n'avoir rien fait. De l'extérieur, on conclut à tort que ce sont les livres qui l'ont rendu intelligent, alors que les livres et les gènes sont tous les deux des produits de la génétique des parents. C'est le type d'erreur que commettent la plupart des études sociologiques sur l'éducation. Elles voient une corrélation entre l'environnement familial et les capacités de l'enfant, et elles l'interprètent comme une relation causale, alors qu'une grande partie de cette corrélation est due à la génétique. Selon Sandra Scar, environ 75% de la corrélation entre le statut socio-économique parental et le QI de l'enfant est en réalité d'origine génétique. La deuxième forme de cette corrélation est active. En grandissant, l'enfant cesse d'être passif face à son environnement. Ces gènes le poussent à rechercher et à provoquer un environnement qui correspond à un certain type de stimulation. Un enfant avec une prédisposition génétique à la curiosité va tendre vers des activités qui nourrissent cette curiosité. Ainsi, il renforce ces activités, développant des réseaux neuronaux qui rendent la prochaine stimulation encore plus efficace. C'est un effet boule de neige. Ces gènes ont créé un moteur qui modifie activement son environnement pour que cet environnement amplifie encore ces gènes. Tucker, Drob et Arden ont modélisé ce mécanisme qu'ils appellent la sélection de niche. C'est probablement l'une des raisons majeures pour lesquelles l'héritabilité de l'intelligence augmente avec l'âge. En devenant adultes, les individus sculptent un environnement qui correspond de plus en plus à leur profil génétique. La troisième forme est évocative. Les traits innés d'un enfant provoquent des réactions spécifiques dans son entourage. Un enfant génétiquement prédisposé à l'impulsivité va déclencher des réponses éducatives différentes de celles qu'on aurait eues avec un enfant calme. Un enfant avec un appétit naturel pour l'apprentissage va susciter des attentes différentes de ses enseignants, recevoir plus de stimulation et finalement être orienté vers des filières plus exigeantes. La réponse de l'environnement est en grande partie une réponse aux traits de l'enfant, pas une cause de l'indépendance des traits. Ces 3 mécanismes expliquent pourquoi l'environnement familial partagé perd progressivement de son influence. Ce n'est pas que l'environnement n'a pas d'effet, c'est que les individus guidés par leur génétique créent leur propre environnement non partagé, qui devient progressivement le facteur explicatif principal. Et ça nous mène au E de l'environnement non partagé, ce qui reste même à l'âge adulte, généralement autour de 20 à 30% de la variance. Ce E comprend 2 types de choses différentes, d'un côté des expériences réellement uniques à chaque individu, de l'autre, quelque chose de plus fondamental et moins connu, ce qu'on appelle le bruit développemental. Et là, on va devoir revenir à notre sujet. Le bruit développemental, c'est le chaos biologique inhérent à la construction d'un cerveau. Kevin Mitchell, dont les travaux sur le développement neuronal font autorité, décrit la formation du cerveau humain comme un processus qui est intrinsèquement bruyant et aléatoire. Des milliards de neurones doivent migrer vers des positions précises. Des connexions doivent se former pour être plus élaguées. Des gènes s'activent et se désactivent selon des rythmes qui comportent une part de stochasticité. Quoi? Répète. On dit stochasticité. En gros, c'est un caractère qui est imprévisible. Ça peut être plein de choses. Par exemple, une légère différence dans l'afflux sanguin, un léger décalage temporel dans l'expression d'un gène de développement, un élagage synaptique un peu plus prononcé dans une région ou une autre. Ces petites modifications font que le câblage final est différent. Et ça fonctionne même pour les jumeaux monozygotes. C'est pas parce qu'ils ont le même ADN qu'au final ils sont exactement les mêmes de façon phénotypique. L'ADN c'est la génétique, mais c'est un peu différent de ce qu'est la biologie. Et ça, c'est de l'épigénétique. C'est un phénomène qui apparaît après les mutations somatiques qu'on a vues tout à l'heure. Alors, l'épigénétique, ça fonctionne surtout dans un sens. Ça explique pourquoi des parents à 130 de QI peuvent avoir des enfants qui sont déficients, comme dans le cas de Rosemary Kennedy. Mais ça va très difficilement expliquer l'inverse. Avec l'épigénétique, on a du mal à comprendre comment des enfants de parents qui ont 70 de QI peuvent développer un quotient intellectuel qui monte jusqu'à 130. L'épigénétique agit sur l'expression des gènes existants, pas sur la séquence d'ADN elle-même. C'est pour ça qu'on parle d'épigénétique pour 2 jumeaux monozygotes, qui ont le même ADN. Elle peut moduler l'activité des gènes, mais elle ne peut pas créer de nouveaux variants qui sont avantageux pour la cognition.
Pour qu'un enfant passe de 70 de QI à 130, il faudrait surtout qu'il ait hérité par ségrégation mendélienne de plus de chances et d'un meilleur tirage génétique que la moyenne de ses parents. L'épigénétique ne peut pas combler un tel écart. A l'inverse, il est beaucoup plus facile de casser un système biologique complexe que de l'améliorer au-delà des limites génétiques. C'est pour ça que l'épigénétique peut perturber le bon fonctionnement des gènes importants dans le développement cognitif. Ce mécanisme se construit in utero et aussi dans les premières années du développement de l'enfant. La plasticité cérébrale est très importante de 0 à 3 ans, donc ce sont des années cruciales pour le développement cognitif. Certains troubles de neurodéveloppement impliquent des dysfonctionnements épigénétiques, comme des mutations dans des gènes régulateurs de la méthylation. Dans le cas d'une forte baisse par rapport aux parents, on observe parfois un mécanisme où l'environnement a atteint ou perturbé l'expression des gènes qui auraient normalement permis un fonctionnement cognitif correct. Mais même dans ce sens, la cause la plus fréquente d'une déficience intellectuelle chez un enfant de parents à haut QI reste les mutations de novo. C'est le nom qu'on donne à une altération génétique qui apparaît pour la première fois chez un individu dans une lignée. Contrairement aux mutations héréditaires, elle n'est présente dans le patrimoine d'aucun des deux parents. La mutation survient accidentellement lors de la formation des spermatozoïdes ou des ovules de l'un des parents. Elle peut également se développer dans le stade embryonnaire, donc après la fécondation. Heureusement, c'est un phénomène qui est commun et généralement qui est sans conséquence. Mais dans certains rares cas, la mutation affecte un gène crucial et elle peut être à l'origine d'une maladie génétique, d'un trouble de développement ou, en l'occurrence, d'une déficience intellectuelle. Encore une fois, c'est la même chose dans l'autre sens. Il existe très peu de preuves que les mutations de novo puissent créer des gains de fonction suffisamment importants pour produire une intelligence exceptionnellement élevée. La très grande majorité des mutations de novo qui touchent le cerveau entraînent une perte de fonction, et non pas une amélioration. Tout ce bruit développemental explique en partie pourquoi des vrais jumeaux avec exactement le même ADN, et souvent le même environnement familial, ne sont pas identiques sur le plan cognitif et sur le plan du tempérament. Même s'ils ont le même ADN, ça ne produit pas forcément le même résultat, parce que le processus est variable. Ça, c'est une composante du E qui ne doit rien au choix des parents ni à la société, ni au choix des jumeaux eux-mêmes. Si la génétique explique 80 à 90% des différences cognitives à l'âge adulte, alors à quoi ça sert de faire une éducation intensive ? Est-ce qu'on peut modifier le destin par l'enrichissement de l'environnement ? On peut modifier le niveau des performances à court terme, les programmes d'enrichissement précoce, ceux qui placent des enfants des milieux défavorisés dans des environnements très stimulants durant les premières années de leur vie, produisent des gains mesurables de plusieurs points de QI dans les premières années. Mais ces gains tendent à disparaître avec le temps, c'est ce qu'on appelle l'effet fade-out. L'explication biologique de ce phénomène tient à la distinction entre compétences spécifiques et facteur G. Un programme intensif peut optimiser des chemins neuronaux précis pour des tâches précises. Donner une meilleure éducation, ça permet de la neuroplasticité pour aider le cerveau à mieux fonctionner sur des tâches qu'il a l'habitude de répéter. L'enfant devient plus performant là où il s'est entraîné, mais ça modifie pas l'architecture profonde du cerveau. Et le gain n'est pas transférable. Comme ce n'est pas transférable, ça n'affecte pas la génétique du facteur G, et ça ne permet pas la sélection de niche. Quand le programme s'arrête, l'enfant ne cherche plus spontanément à maintenir cet environnement stimulant, parce que sa prédisposition interne ne l'y pousse plus. Dans son cerveau, l'élagage synaptique fait son travail et les connexions non utilisées disparaissent progressivement. Et dans le cas de l'adoption, c'est à peu près pareil. Une grande partie de l'effet de l'adoption tient à ce que les opportunités de sélection de niche sont disponibles 24 heures sur 24 dans un nouvel environnement. Un enfant avec un bon moteur génétique dans une famille aisée a l'avantage d'aspirer la stimulation disponible en continu. Malheureusement, un programme scolaire ponctuel ne crée pas ces conditions. Determan a développé un modèle qui permet de comprendre les limites des interventions éducatives sur le facteur G. Ce qu'il a observé, et ce qui est confirmé par ces données, c'est que la structure de l'intelligence n'est pas identique selon le niveau de QI. Chez les individus à faible QI, les différences de capacité cognitive entre la mémoire de travail, la vitesse de traitement, le raisonnement spatial et toutes les autres sous-catégories sont très fortement corrélées entre elles. Améliorer l'une tend à améliorer les autres, parce que l'architecture est dense et interdépendante. Mais chez les individus à haut QI, cette architecture est plus différenciée. On peut être exceptionnel sur une dimension et tout à fait ordinaire sur une autre. Les capacités sont plus indépendantes. Ce principe porte le nom de la loi de Spearman sur les rendements décroissants. Ce que ça implique pour les interventions éducatives, c'est que pour que quelqu'un dont le moteur de base tombe déjà à un niveau élevé, rajouter de la stimulation extérieure va se heurter à des rendements qui diminuent rapidement. Le cerveau extrait déjà ce qu'il peut de son environnement de façon autonome. L'intervention externe n'importe que peu au-delà. Tout ça ensemble, ça produit une image qui n'est ni fataliste, ni optimiste.
On hérite d'une architecture de départ, et cette architecture est le produit d'une loterie polygénique qui ne favorise pas systématiquement les combinaisons extrêmes à chaque génération, d'où la régression vers la moyenne que Galton avait observée, et qui est confirmée encore aujourd'hui. Cette architecture se déploie progressivement en interaction avec l'environnement, et elle guide activement la construction de cet environnement non partagé, qui devient le principal facteur explicatif des différences cognitives à l'âge adulte. Et dans le cas d'une fratrie, si un enfant est déficient, on peut l'expliquer par une part résiduelle des différences, qui vient du bruit développement inhérent à la construction du cerveau. Il peut se passer des accidents in utero qui déprécient son quotient intellectuel. Dans le cas de parents à très bas QI, c'est beaucoup plus difficile de comprendre qu'un enfant puisse avoir un très haut QI. On sait que c'est polygénique et que ça vient d'une meilleure combinaison d'allèles favorables que la moyenne de ses deux parents. C'est un peu comme au poker, on peut avoir tout le temps des mauvaises cartes, mais par hasard recevoir une très bonne main. Ce phénomène, ça s'appelle la ségrégation mendélienne. C'est ce mécanisme qui explique les écarts importants vers le haut. Aussi, les parents ne sont pas parfaitement corrélés génétiquement sur tous les variants liés à l'intelligence. Certes, l'assortative mating explique que les parents corrèlent sur le quotient intellectuel, que ça monte jusqu'à 0,5, soit plus que deux frères et sœurs. Mais il arrive qu'un des deux parents porte certains variants relativement favorables que l'autre n'a pas. Et peut-être même que ces variants sont dormants chez lui. L'enfant peut alors hériter d'une meilleure combinaison génétique que ce que suggère le quotient intellectuel moyen de ses parents. Aussi, si deux parents ont un quotient intellectuel bas parce qu'ils ont subi des dégradations environnementales qui ont causé ce phénomène, leur potentiel génétique reste le même, et ils peuvent le transmettre à leur enfant. Si leur enfant maintient un bon environnement et que par chance il a un bon score polygénique pour l'intelligence, alors potentiellement il pourra développer un bien meilleur quotient intellectuel que ses parents. Ces parents qui ont un phénotype de l'intelligence bas, mais un génotype bien plus haut que ce que suggère leur score. Bien sûr, c'est extrêmement rare que des parents avec un quotient intellectuel moyen de 70 ont des enfants avec un quotient intellectuel moyen qui monte jusqu'à 130 ou 140. Bah ouais, logique. Mais si on descend un peu plus bas, si on descend sur des hauteurs de 105, 115 par exemple, ça devient beaucoup plus probable. Ce n'est pas fréquent, mais c'est possible. Les trajectoires cognitives des enfants ne sont pas lisibles dans celles des parents de façon directe. Certes, il y a une bonne corrélation, on l'a vu, elle est de 0,43, mais ça laisse aux enfants une part considérable d'écart non expliqué. Et dans cet écart, il y a plein de mécanismes qui ne sont pas sous contrôle parental. C'est le brassage génétique de la méiose, les corrélations gène-environnement que l'enfant construit lui-même en grandissant, et le bruit développemental qui introduit de la variation même à un génome identique. La recombinaison génétique brise les combinaisons rares à chaque génération, ce qui maintient la diversité cognitive dans toute la population. Les extrêmes tendent vers le centre, et des combinaisons nouvelles et parfois exceptionnelles émergent de parents modestes. C'est un processus biologique qui est structuré, avec des probabilités précises, des mécanismes identifiables et une direction statistiquement prévisible, même si chaque tirage individuel reste imprévisible. Aujourd'hui, on ne peut pas prédire le quotient intellectuel d'un enfant à partir de celui des parents. Mais en revanche, on peut prédire le quotient intellectuel des enfants d'un grand groupe, d'une grande population, à partir de celui des parents, puisqu'on parle de moyenne. Et donc tout ce bruit statistique s'efface dans cette moyenne. Ça fait prendre du recul sur la culpabilité des parents. Ils n'y sont pour rien dans les performances cognitives de leurs enfants. Ils n'ont rien fait de plus juste ou de moins juste sur ce point-là. On l'a vu, la variable liée à l'environnement parental est beaucoup plus limitée qu'on le croit à l'âge adulte. Attribuer au foyer et au style parental la responsabilité principale des trajectoires cognitives adultes, c'est surestimer un mécanisme qui s'estompe avec le temps, et sous-estimer deux mécanismes qui s'amplifient, les gènes et les environnements non partagés que les individus construisent eux-mêmes. L'enfant d'un médecin qui peine à avoir son brevet n'est pas mal éduqué, il n'est pas particulièrement malchanceux non plus. Un petit peu quand même, mais bon. Il a hérité d'un brassage génétique particulier qui a produit une combinaison différente de celle de son père. Le mécanisme qu'on a étudié aujourd'hui, c'est quelque chose de normal qui maintient la diversité humaine d'une génération à l'autre, et sans lequel la variation cognitive se serait progressivement effacée il y a bien longtemps.